Alors, commencer, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire « Comment concilier partage et protection des données de recherche ». Juste pour rappel ou information, ce webinaire a été conçu à partir des questions des chercheurs et des chercheuses qui ont été soumises en amont à notre invitée Chloé Gay-Balma. Donc, ce format, en fait, permettait de fournir des réponses adaptées aux préoccupations du terrain. Quelques mots sur Chloé Gay-Balma avant de lui passer la parole. Donc, Chloé est juriste de formation. Elle a d'abord œuvré pour la science ouverte auprès du FNS et de Swiss Universities avant de rejoindre le préposé fédéral à la protection des données et rédige aujourd'hui actuellement une thèse de doctorat au sujet de la réglementation des droits fondamentaux des participants aux biobanques de recherche. Quelques informations avant d'aller plus loin. Si j'y arrive, voilà. Donc, ce webinaire est enregistré puis sera publié sur les pages sur nos pages Open Science, Open Research Data. Donc, je vous transmettrai plus tard le lien vers ce webinaire. Il y aura, comme je vous l'ai dit, il y a un format, donc la juriste a reçu les questions en amont. Toutefois, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de poser leurs questions en amont, on accorde une plage de 15 minutes questions et réponses à partir de 13h15. Pour celles et ceux qui auront des potentielles questions, éventuelles questions additionnelles. Juste pour merci de bien vouloir aussi couper vos micros et puis peut-être un save the date pour notre prochain webinaire qui est le 27 février 2024 sur le droit d'auteur et licence. Et sans plus attendre, je passe la parole à notre invité qu'on remercie au passage. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Constance, j'ai reçu toutes vos questions. Je vous remercie de me les avoir posées. La structure de ma présentation aujourd'hui va être la suivante. Donc, comme annoncé, je vais prendre vos questions que j'ai ordonnées dans un sens de difficulté, on dira. Les questions les plus basiques sont abordées d'abord pour une raison toute simple, c'est que leurs réponses sont nécessaires pour aborder les questions un tout petit peu plus complexes que vous m'avez aussi parfois adressées. Et puis, à cet égard, j'aimerais vous rappeler que le droit, ça a l'air d'être du français normal quand on le lit, ou pas, ça dépend. Et il faut toujours se rappeler que c'est un langage beaucoup plus technique qu'il n'y paraît. Donc, un des objectifs pour cette présentation aujourd'hui, c'est pas seulement de répondre à vos questions, mais aussi peut-être de vous apprendre à aborder et à appréhender ce langage juridique technique de façon à ce que vous puissiez aussi, dans votre quotidien, poser des questions aux responsables juridiques de vos écoles respectives, etc., de façon peut-être un tout petit peu plus fluide et pour vous et pour eux. Voilà, toutes ces réserves émises, entrons tout de suite dans le vif du sujet et dans les premières questions que vous m'avez posées. Tout d'abord, les données issues d'une personne défunte sont-elles des données personnelles? Sont-elles léguées à la famille? Sur les réseaux sociaux? Et est-il permis d'utiliser des données personnelles issues d'archives publiques? Au fond, ces différentes questions posent une question fondamentale qui est: qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Donc, dans ce cadre-là, pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment cette question qu'il faudrait poser au responsable juridique qui peut vous appuyer. Est-ce qu'une donnée personnelle d'une personnalité politique, par exemple, pour reprendre cette question, est une donnée personnelle? Et dans ce sens, pour poursuivre, je vais vous donner les définitions qui ressortent de la Loi fédérale sur la protection des données, abrégée ici LPD. Et il y a une raison toute simple à ça, c'est que la LPD,
s'applique au niveau fédéral aux personnes privées, c'est-à-dire les personnes physiques et les entreprises qui traitent des données personnelles, et aux organes fédéraux, donc par exemple les offices fédéraux comme l'OFS ou l'OFSP. En principe, elle ne s'applique pas à vous, mais la LPD donne quand même une grande direction sur la protection des données. En général, les notions fondamentales sont partagées dans toutes les lois cantonales de protection des données qui sont celles auxquelles, en principe, vous êtes soumis en général en tant que chercheur affilié à une haute école de la HESSO. Donc, on reviendra dans le détail sur ces différents éléments. Pour le commencement, une donnée personnelle est toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Et vraiment, chacun de ces termes, soulignés en gras ici, sont importants. Une information, ça signifie que c'est une donnée immatérielle. Et c'est le caractère immatériel qui est hyper important dans notre cas. Ensuite, les données personnelles, depuis l'entrée en vigueur de la LPD révisée au 1er septembre de cette année, concernent exclusivement des personnes physiques. Personnes physiques, ça veut dire des individus. C'est comme ça, en droit, qu'on qualifie des individus par opposition à une entreprise, une fondation ou une association. Enfin, une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, soit une personne dont on connaît ou sait l'identité, soit une personne dont on peut déterminer l'identité. C'est ça la différence entre identifié ou identifiable. En ce qui concerne plus précisément les personnalités publiques ou la publication d'informations spontanément par les individus, je vais citer 2 dispositions qui sont bien plus éloignées dans la LPD, qui concernent les atteintes à la personnalité et les motifs justificatifs à ces atteintes, mais qui donnent déjà certaines indications. Donc, en règle générale, il n'y a pas d'atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement. Donc, cette disposition pose une présomption qui peut être inversée si on a des preuves dans ce sens, que lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles, donc les siennes, la personne concernée, c'est toujours la personne à laquelle les données personnelles font référence. Donc, si elle-même, elle a par exemple publié des données sur des réseaux sociaux et qu'elle ne s'est pas opposée expressément au traitement, alors on part du principe qu'il n'y a pas d'atteinte à la personnalité, qu'on peut traiter ces données. Seulement, qu'est-ce que ça implique? Par exemple, ne s'est pas opposée expressément au traitement, ça implique qu'elle ait été informée auparavant. Et ça, c'est parfois plus compliqué à faire lorsque, par exemple, et par hypothèse, on collecte des données à partir de Facebook. Vous l'aurez certainement compris, je passais un tout petit peu vite sur cet aspect, mais pour la question: est-ce que les données d'une personne défunte sont encore des données personnelles? Il faut répondre par non, parce que la personnalité au sens juridique ou une personne au sens juridique s'éteint à sa mort et les données personnelles sont protégées seulement en tant qu'elles protègent la personnalité des individus. Donc, plus de personnalité, plus de protection des données personnelles. Ensuite, malgré les différents comportements qui peuvent constituer des atteintes à la personnalité, il y a divers motifs justificatifs de ces atteintes. Ça veut dire que pour certains motifs, l'illicéité va pouvoir être levée.
Et c'est par exemple le cas de cet article 31, alinéa 2, littéra F de la LPD. Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération lorsque les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique et se réfèrent à son activité publique. Donc, les intérêts prépondérants du responsable du traitement, donc de la personne qui traite des données, peuvent être considérés comme tellement prioritaires et tellement importants qu'ils priment l'intérêt de la personne concernée, notamment lorsque les données personnelles sont celles d'une personnalité publique. Ça, c'est une notion juridiquement indéterminée, relativement floue, mais on peut facilement partir du principe qu'un politicien, disons au niveau fédéral, par exemple un conseiller fédéral, est une personnalité publique et se réfère à son activité publique. Qu'est-ce que ça veut dire, se réfère à son activité publique? Ça veut dire que si on publie la liste des amants qu'on aurait par hypothèse trouvé, je ne sais pas où, d'un membre du Conseil fédéral, est-ce que ça fait partie de son activité publique? Non. Donc ça ne pourrait pas être considéré comme un motif justificatif de l'illicéité. Ceci dit, on peut progresser dans notre compréhension des données. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions qui avaient été posées. Les données issues d'une personne défunte, c'est fait. Et, ah oui, est-il permis d'utiliser des données personnelles issues d'archives publiques? Dans la mesure où ces données sont déjà publiques, on peut légitimement partir du principe que la collecte de ces données a été réalisée d'une façon respectueuse de la protection des données et on peut utiliser ces données issues d'archives publiques. Là encore, il faut se demander est-ce qu'elles sont vraiment personnelles, ces données? Très souvent, dans les archives publiques, il n'y a pas forcément un intérêt de conserver des données qui se rapportent à un individu en particulier, mais plutôt à la collectivité. Donc, c'est encore différents paramètres qu'il faudra observer. Pour passer aux questions suivantes, un chercheur détient-il la propriété intellectuelle de l'idée? Y a-t-il des procédures standardisées pour l'anonymisation d'images dans le cadre d'un projet de recherche portant sur un corpus d'œuvres picturales sous droit d'auteur? Est-ce qu'il est nécessaire de requérir un droit de cession pour utiliser dans un projet de recherche des données générées par des étudiants, des étudiantes? Et les données générées par les étudiants leur appartiennent-elles en ce cas? Et enfin, est-il nécessaire de requérir le consentement des étudiants pour la diffusion et l'utilisation de leurs travaux, appelés à être diffusés dans différents médias? Donc, ces questions, elles sont très variées et pourtant elles ont toutes un même point commun, c'est qu'elles ne portent pas sur la protection des données, elles portent sur la protection de la propriété intellectuelle. Si on prend par exemple la première question, on voit qu'on parle directement, il y a même le terme propriété intellectuelle de l'idée. Et quand on parle d'idée, on parle plutôt d'invention ou de découverte. Et ça, c'est pas une caractéristique de la personne identifiée ou identifiable qui peut être qualifiée de données personnelles au sens juridique du terme. De même, la seconde question, des procédures standardisées pour l'anonymisation d'images. Dans le cadre d'une recherche sur un corpus d'œuvres picturales, là, on est loin d'une caractéristique d'une personne, on est vraiment sur une œuvre artistique. Donc, il n'y a pas, à mon sens, de question de protection des données personnelles à se poser à ce stade-là, ou pour une question comme ça, mais plutôt une question de propriété intellectuelle. Et sans être une spécialiste, et je ne me risquerai pas à m'aventurer sur ce thème, je peux vous indiquer tout de même que dans l'article 15 de la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale, on trouve les fondements de la régulation de la propriété intellectuelle pour toute la HESSO.
Alors, il faut lire cette disposition en lien avec les dispositions de protection des données qui concernent votre propre école, l'école à laquelle vous êtes affilié ou au sein de laquelle est mené le projet de recherche considéré. Je vous laisse lire tranquillement ces différentes dispositions, enfin, ces différentes parties d'articles. Donc, on voit qu'il y a une distinction entre différents sous-groupes, en fait, de droits de la propriété intellectuelle, comme les droits d'auteur, les logiciels ou différentes créations artistiques, voire encore d'autres biens immatériels. Je passe rapidement sur ces questions. Enfin, on arrive à des questions un poil plus complexes. Qui doit être tenu pour responsable lorsqu'un jeu de données anonymisé de façon imparfaite est mis à disposition du public, sachant que le responsable de traitement est généralement le scientifique, mais que les données appartiennent à l'institution à laquelle il est affilié. Là, on voit qu'on a déjà affaire à quelqu'un qui a quelques notions de protection des données et qui a raison. En principe, la propriété intellectuelle sur les projets de recherche est retenue par les hautes écoles. Je n'ai pas été regarder dans le détail, mais c'est, disons, la ligne générale qui se dégage des différentes dispositions que j'ai pu voir. Et il est vrai que le chercheur, très souvent, sera à qualifier comme le responsable de traitement. On va y revenir dans un instant. La seconde question est, l'institution peut-elle se retourner contre le chercheur en cas de litige? Ça, c'est une question assez avancée qui correspond ou qui concerne plutôt la responsabilité juridique et qui est presque un poil aussi hors du domaine de la protection des données, mais ce n'est pas exclu en tout cas. Qui doit avoir accès au consentement éclairé lors du projet et lorsque le chercheur quitte l'institution? Ça, c'est aussi une question qui, au fond, pose la question du responsable du traitement. Mais ce que je trouve intéressant dans cette question, par ailleurs, c'est qu'elle est formulée d'une façon qui donne l'impression que ce qui est protégé, c'est le consentement éclairé. Et ça me donne l'opportunité de vous rappeler que le consentement éclairé, oui, il exprime la volonté d'une personne considérée, mais c'est moins en soi une donnée personnelle qu'un outil de gestion des données personnelles et des traitements des données personnelles, comme on le verra encore plus tard. Donc finalement, qui est responsable d'un traitement de données déterminé? Alors, c'est l'article 5, littéra J de la LPD qui peut nous aider à répondre à cette question. C'est la personne privée ou publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles. En gros, la personne qui choisit quelles données vont être collectées, traitées, archivées, etc. Pourquoi et avec quels outils, c'est cette personne-là qui va être qualifiée de responsable du traitement de données. Et c'est à elle qu'incombera toute une série d'obligations. Mais cette définition, elle utilise un autre concept qui est le traitement de données personnelles, qui figure ici en bas de la page, et qui se définit à son tour par l'article 5, littéra D, cette fois-ci de la LPD, comme toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'effacement ou la destruction des données, ainsi que l'archivage. Donc, un traitement de données, c'est vraiment quelque chose de très, très large et ça comprend énormément d'actions différentes qu'on peut opérer sur les données, y compris
ce qu'on appelle parfois le traitement au sens étroit, c'est-à-dire vraiment la structuration, le jeu qu'on peut faire avec des données ou faire tourner un logiciel d'intelligence artificielle en algorithme sur un set de données sera également un traitement de données à la fois au sens large, mais surtout au sens étroit. Donc, pour poursuivre, si j'arrive, j'ai un petit problème technique. Voilà. Alors, je vais juste m'assurer que j'ai bien répondu à vos questions. C'est un peu la difficulté de ce format, c'est que pour répondre précisément à vos questions, il faut passer par l'explication de certains concepts de base et qui parfois me font oublier vos questions. Un peu dommage, mais n'hésitez pas, ceux qui sont en live avec moi, à me faire signe si c'est le cas et je bondirai à la rescousse pour rattraper mes erreurs. Donc, qui doit avoir accès au consentement éclairé? Vous avez compris que c'était le responsable de traitement et c'est à lui aussi de déterminer qui doit accéder au consentement éclairé parce que c'est à lui de gérer tout ce qui concerne la sécurité également des données. Et dans la sécurité, il y a des mesures techniques que l'on peut prendre, mais aussi des mesures organisationnelles. Et dans ces mesures organisationnelles, il y a aussi la gestion des droits d'accès aux données et les consentements éclairés, c'est pas vraiment un élément très pertinent parce que c'est pas directement ce qui va donner accès aux données personnelles. Mais ce serait au responsable de traitement de le déterminer. L'institution peut-elle se retourner contre le chercheur en cas de litige? De nouveau, je ne vais pas entrer dans les détails de la régulation de la responsabilité, mais c'est plutôt du droit du travail, à mon sens, et comme ça dans l'abstrait, sans circonstances précises plus définies. Si le travailleur a commis une erreur, donc le travailleur qui serait donc l'employé chercheur de la HESSO, alors oui, possiblement, la HESSO pourrait se retourner contre le chercheur. Maintenant que je me suis assurée d'avoir répondu à toutes vos questions, passons aux suivantes. Le personnel de recherche a l'habitude de maintenir des listes de contacts pour communiquer des résultats et événements relatifs à des projets de recherche ou des activités de l'Institut. Est-il encore permis d'avoir de telles listes et de les utiliser pour diffuser différentes informations et invitations par email? Et l'autre question, combien de temps est-il permis de stocker des données personnelles? Il y a plusieurs façons d'aborder ces questions. On peut même se demander pourquoi je les ai mises ensemble. Je les ai mises ensemble parce que je suis d'avis que les principes de protection des données personnelles permettent, par déduction, de répondre à ces deux questions. Donc, pour poursuivre, si vous aviez eu ces questions, vous auriez pu demander au juriste qui est à votre service, je l'espère, à quelles conditions est-il possible de constituer et d'établir et de conserver une liste de contacts? En fait, à quelles conditions est-il permis de traiter, au sens qu'on vient de voir, de traitement de données personnelles, une liste de contacts? Une liste de contacts, ça contient des noms, des prénoms, très souvent des numéros de téléphone ou des adresses email qui sont chacune des exemples différents de données personnelles. Donc, peut-être que vous avez eu ce genre de courrier ou de courriel dans votre boîte mail, mais dans ce cas-là, ce que moi je recommanderais, c'est d'informer les personnes concernées qu'on a une liste de contacts qui comprend leurs données personnelles, que cette liste de contacts a été constituée avant l'entrée en vigueur de la LPD révisée, donc de la nouvelle loi fédérale, et qu'on souhaite s'assurer qu'ils sont toujours d'accord d'apparaître, en fait, de figurer sur cette liste de contacts
Et puis, on peut simplement mettre un petit lien où ils ont la possibilité de se désinscrire, en fait, de cette liste. Et ça suffit pour maintenir une liste de contacts qui a, par hypothèse, déjà été constituée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Et puis, combien de temps est-il permis de stocker des données personnelles? Alors là, allons voir la théorie un petit peu avant d'y répondre. Il y a plusieurs principes de protection des données. Tous ne figurent pas à l'article 6 de la LPD, mais la majorité d'entre eux, oui. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est vraiment la disposition légale telle qu'elle, et elle est formulée de façon extrêmement exhaustive et concise, précise, c'est pour ça que je l'ai remise. Le premier principe qui figure à l'alinéa 1, c'est le principe de licéité qui, comme vous le voyez, implique que tout traitement de données personnelles doit être licite au sens qu'il ne doit pas violer une disposition légale autre, impérative. Donc, une disposition légale qui prescrit une certaine façon de traiter les données personnelles. Alinéa 2, on voit les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Donc, un traitement de données doit être conforme aux principes tant de la bonne foi que de la proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? La bonne foi, ça implique par exemple d'informer la personne concernée qu'on accomplit tel ou tel traitement de données avec sa donnée personnelle, d'où ma recommandation d'informer les personnes concernées qu'on a une liste de contacts comprenant ces données personnelles. Il faut qu'elles soient informées pour qu'on puisse considérer qu'on a traité cette liste de contacts de bonne foi. Et puis, le principe de la proportionnalité, il a 3 composantes différentes qui sont l'aptitude. Est-ce que ce traitement de données personnelles est apte à atteindre la finalité visée? Qui serait dans le cas de la liste de contacts, à recontacter les gens, à pouvoir maintenir en lien une communication. Est-ce qu'il est nécessaire? Donc la nécessité. Est-ce qu'il est enfin strictement proportionné? Ça, c'est la 3e composante qui est une question d'appréciation pure et simple qui reste toujours sujette à caution et qui est difficile à déterminer dans l'abstrait. À l'alinéa 3, on voit apparaître le principe de finalité, justement, qui dit que les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. Cette disposition, elle est intéressante parce qu'elle implique 2 phases, en fait, du traitement de données. D'une part, la collecte, où la finalité doit être déjà déterminée, communiquée à la personne concernée. Une 2e phase est celle du traitement, plutôt dans un sens étroit, donc vraiment, ce qu'on va vraiment faire en recherche avec, une donnée personnelle, la comparer, la compresser, etc. Elle doit être traitée d'une façon reconnaissable, dont la finalité, est reconnaissable pour la personne concernée et surtout, dans la dernière phase, elle doit être traitée d'une façon compatible avec ces finalités. Et là, le législateur a introduit une petite marge de manœuvre pour le responsable de traitement parce qu'il n'est plus contraint de traiter conformément à la finalité qu'il a annoncée, mais seulement de façon compatible avec ces finalités. Et ça donne une certaine marge de manœuvre. Le 4e principe, c'est celui de l'alinéa 4, le principe d'anonymisation. Les données personnelles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. On voit l'importance de déterminer correctement une finalité parce que plusieurs aspects de la régulation de la protection des données personnelles s'appuient totalement sur la finalité du traitement. Donc, ce principe d'anonymisation
Pourquoi il est inscrit détruite ou anonymisée? Ben parce qu'en fait, pour un juriste, une donnée personnelle qui a été anonymisée, elle est comme détruite, puisque lorsqu'on anonymise une donnée personnelle, on coupe le lien avec la personne concernée d'une façon irrémédiable, irréversible, de telle sorte qu'elle n'est plus rapprochable d'une personne déterminée ou déterminable, cette donnée. Donc, c'est comme si elle était détruite, ou en tout cas, une donnée détruite ou anonymisée n'est plus protégée par les régulations de protection des données. 5e principe, le principe d'exactitude. Donc, on part du principe qu'une donnée doit être collectée et traitée d'une façon exacte. Elle doit correspondre à la caractéristique véridique de la personne qu'elle qualifie. Je vous laisse lire le détail de la disposition. Le 6e principe, c'est le principe du consentement. Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. Il n'y a pas de consentement valable sans information, en principe, préalable et adéquate. Donc, comme on l'a vu, la personne est adéquatement informée si elle est informée des finalités du traitement de données, mais aussi des personnes qui vont recevoir, à qui vont être communiquées ces données personnelles, des moyens, en gros, des modalités, si vous voulez, du traitement de données au sens large et différents aspects sur lesquels on reviendra probablement tout à l'heure. Le consentement n'est pas toujours requis. Par exemple, si vous avez une base légale qui vous oblige à opérer un certain traitement de données personnelles, alors dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de la personne concernée, puisque la base légale fait office de motif justificatif, en fait, du traitement. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut rajouter. Souvent, le consentement de la personne concernée va être utilisé comme un outil pour justifier un traitement de données personnelles qui, sinon, serait illicite, donc comme un motif justificatif de traitement. Et l'alinéa 7 de l'article 6 LPD précise que le consentement doit être express, c'est-à-dire explicite, dans les cas suivants: s'il s'agit d'un traitement de données sensibles, s'il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée, ou s'il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. Donc, je ne vais pas rentrer en détail dans la définition du profilage. Je vous propose qu'on laisse ça un tout petit peu de côté à ce stade. Mais gardez en mémoire que lorsque vous traitez, en particulier communiquez des données personnelles sensibles, telles qu'on verra ce que c'est après, alors vous avez besoin du consentement explicite de la personne concernée pour le faire. Sinon, vous tombez dans l'illicéité. Vu que le temps tourne, je vais zapper ces différentes slides. Je trouvais qu'elles étaient importantes quand même si elles sont un peu décorrélées de vos questions. Simplement pour vous rappeler que la protection des données personnelles n'est pas, un embêtement sans fin pour les chercheurs. En tout cas, c'est pas comme ça qu'elle a été pensée. Elle a bien entendu été pensée pour protéger la personnalité des personnes concernées et leurs droits fondamentaux, y compris, comme on peut le voir ici, inscrit à la première ligne sous droit de s'opposer au traitement, l'autodétermination informationnelle, c'est-à-dire le droit d'une personne à décider du sort de ces informations, parce que ces informations font partie de qui elle est, de sa personnalité et pas de ce qu'elle a, de ses propriétés. Bref, tout ceci pour vous dire que le droit de savoir est un peu le pendant de l'obligation d'informer du responsable de traitement.
et peut impliquer le droit de s'opposer au traitement, qui est la seule façon de garantir l'autodétermination informationnelle. La LPD, en particulier, donne plusieurs sous-droits, si vous voulez, qui concrétisent ce droit de savoir et ce droit de s'opposer au traitement des données personnelles. Vis-à-vis des droits des personnes concernées, on a bien sûr les obligations du responsable de traitement dont j'ai déjà abondamment parlé tout à l'heure. Donc bien sûr, informer, tenir un registre des activités de traitement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment, quoi avec ces données personnelles, l'annonce des violations de la sécurité des données, effectuer une Votre micro est coupé. Donc, j'espère qu'il n'était pas coupé depuis trop longtemps, ce micro. Mais tout ça pour vous dire que il y a des obligations spéciales du responsable de traitement lorsque les données personnelles sont communiquées à l'étranger ou lors d'une éventuelle sous-traitance des données. Donc, par exemple, si vous déléguez certaines parties des traitements de données à un tiers et que ce tiers conserve exactement les mêmes droits et obligations que vous, alors on parle de sous-traitance. J'essaye de résoudre, voilà, et d'avancer. Est-il permis de traiter des données sensibles? Là aussi, un concept qu'on a déjà croisé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'une donnée sensible et est-il permis de la traiter? Alors, les données personnelles sensibles sont l'objet d'un catalogue exhaustif à l'article 5. Ouh là là, je crois qu'il y a une petite coquille dans ma présentation. Mais c'est bien l'article 5 de la loi sur la protection des données à la littéra C. Ah non, tout va bien, autant pour moi. Donc, c'est à l'article 5, littéra C de la LPD que vous avez cette fameuse liste que je vous ai inscrite sur ce slide. Donc, on voit qu'il y a des données assez diverses qui peuvent être qualifiées de sensibles et on comprend assez facilement pourquoi elles peuvent être sensibles. Donc, je vous laisse observer cette liste et puis vous rappeler simplement que lorsque vous traitez des données personnelles sensibles, le consentement de la personne concernée doit être explicite. Donc oui, il est permis de traiter des données personnelles sensibles, mais consentement express de la personne concernée. Ensuite, faut-il respecter la loi fédérale sur la protection des données en attendant que la loi cantonale de protection des données soit révisée, notamment concernant certaines prescriptions fédérales plus sévères? En grande partisane de la protection des données personnelles, évidemment, je vous le conseille, mais plus sérieusement aussi pour des raisons d'anticipation, en fait. Si ce n'est pas déjà fait, les cantons sont en train de réviser leur loi cantonale de protection des données, donc celle auquel vous êtes en principe soumis en tant que chercheur ou employé affilié aux différentes écoles de la HESSO. Donc, si vous adoptez le standard le plus élevé, vous avez moins de chances de violer la régulation applicable. Donc, le standard le plus élevé en ce moment, à ma connaissance, en Suisse, c'est la LPD. Et je vous conseille donc de vous orienter sur la LPD tout en respectant vos lois cantonales. Donc, bien sûr, allez voir les lois qui s'appliquent strictement à vous. Et si la LPD va plus loin, je pense que ça vaut la peine de faire l'effort parce que ça diminue le risque que vous prenez. Et tout simplement, ça correspond à une meilleure pratique, une pratique plus éthique, à mon sens, de la gestion des données personnelles. Mais en soi, comme je vous l'ai dit,
C'est principalement en raison du caractère intercantonal et d'institutions intercantonales, voire cantonales des différentes écoles, que les lois cantonales de protection des données s'appliquent. Tout se complique en cas de collaboration. Si vous collaborez avec un partenaire de recherche, alors il faut vous poser la question de son affiliation. Déjà, est-ce qu'il est établi en Suisse ou à l'étranger? Dans tous les cas, vous devrez arriver à la question de son affiliation. Et puis, s'il est établi à l'étranger, alors demandez-vous, est-ce qu'il est établi dans l'Union européenne? Et si oui, vous pourrez vous demander, mais est-ce que le Règlement général européen sur la protection des données, le RGPD dont on a beaucoup parlé à son entrée en vigueur il y a quelques années, s'applique ou non? J'y reviendrai dans un instant. Et si vous restez en Suisse, en principe, le RGPD ne s'applique pas, sauf si vous collaborez avec une institution sise dans l'Union européenne. Le détail est assez compliqué. Je vous conseille vivement de vous tourner vers un juriste pour vous aider à appréhender ces questions. Néanmoins, c'est ça les questions réflexes qu'il faudrait que vous vous posiez. Quelle est l'affiliation du ou de partenaire de recherche? S'il est aussi affilié à la HESSO, alors peut-être vous aurez non seulement une loi cantonale qui s'applique, mais si le siège des écoles est sur 2 cantons différents, vous aurez les lois cantonales de ces 2 cantons. Si vous êtes en partenariat avec les PFL, par hypothèse, alors les PFL, qu'est-ce que c'est? C'est une institution, comme son nom l'indique, polytechnique fédérale, donc fédérale, qui relève donc d'un organe fédéral au sens de la LPD et est de ce fait soumise à la LPD. Ça veut dire que dans ce cas-là, on aura une application concomitante, donc en même temps, de la loi cantonale qui s'applique à vous en tant qu'affilié HESSO et à l'autre institution et de la LPD, pardon, qui s'applique à l'autre institution, donc les PFL. Surtout, ce qui est capital pour la HESSO, qui a une grande activité de recherche appliquée, qu'elle mène en partenariat avec des instituts ou des entreprises privées, c'est vraiment cette question de ce réflexe à avoir et à développer lorsque il y a une collaboration avec une entreprise privée, alors c'est aussi la LPD qui s'applique puisqu'elle s'applique aux personnes privées. Donc là, vous devrez aussi appliquer de façon concurrente la loi cantonale à laquelle vous êtes soumise et la LPD si vous collaborez pour votre projet de recherche avec une entreprise privée. Enfin, lorsque la LPD est applicable, il y a un régime privilégié, on dira, pour la recherche. D'où cette question aussi à se poser, est-ce que le traitement a lieu à des fins ne se rapportant pas à des personnes? C'est ça la qualification technique de la recherche. La recherche n'est pas intéressée à une personne en particulier, mais souvent à un ensemble de personnes. Donc c'est pas de la généalogie, par exemple. Donc si vous faites une recherche en généalogie, justement, c'est une fin qui se rapporte à une personne et vous sortez de ce privilège. Mais soyez attentifs, si vous collaborez avec une entreprise privée, loi cantonale plus LPD, et une fois que la LPD s'applique, demandez-vous, est-ce que cette entreprise commercialise, par exemple, le produit qui est développé grâce au traitement des données personnelles que vous traitez avec elle? Si oui,
alors c'est d'autres finalités. Pardon? J'ai entendu une voix, je poursuis. Donc si l'entreprise avec laquelle vous collaborez a l'intention de commercialiser, admettons, prenons un exemple, le dispositif sur lequel vous travaillez avec elle, ce privilège ne sera plus applicable. Enfin, il faut aussi vous demander: «Mais dans quel domaine a lieu ma recherche?» parce qu'en santé en particulier, il y a une loi spéciale qui s'appelle la loi sur la recherche sur l'être humain, la LRH, qui s'applique et qui institue en particulier un régime spécial pour la réutilisation des données personnelles. Donc, il y avait justement parmi vos questions 2 questions en rapport avec le RGPD. Donc, quand le règlement général européen sur la protection des données personnelles est-il applicable? Je vous ai mis l'article topic du RGPD, donc c'est l'article 3 alinéa 2 RGPD. Selon moi, il n'est pas si évident d'affirmer comme ça dans l'abstrait que le RGPD s'applique sitôt que vous traitez des données personnelles issues de personnes établies dans l'Union. C'est une question d'interprétation. Par précaution, je vous conseille d'appliquer le RGPD et de respecter ses dispositions aussi si vous avez un doute. Donc le principe de territorialité veut que le RGPD ne s'applique que lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l'Union européenne. Cependant, et c'est là la difficulté pour nous en tant que Suisses, c'est l'exception de l'alinéa 2. Le RGPD s'applique également lorsque les personnes concernées se trouvent sur le territoire de l'Union européenne et que le traitement est effectué par un responsable ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union. Lorsque les activités de traitement sont liées à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, qu'un paiement soit exigé ou non des dites personnes, ou au suivi du comportement de ces personnes dans la mesure où il s'agit d'un comportement qui a lieu au sein de l'Union. Donc la lettre B vise précisément le profilage. Donc l'interprétation de cette littéra A et de cette littéra B n'est vraiment pas facile. La définition de l'offre de biens ou de services au sens du RGPD, elle est très large et c'est l'une des raisons qui me fait vous conseiller une interprétation précautionneuse et une application par préventive, disons quasiment, du RGPD lorsque vous pensez que votre prochaine recherche pourrait tomber sous le coup de cet article 3 alinéa 2 RGPD. Enfin, la question: quelles conditions dois-je respecter pour transférer des données personnelles à l'étranger et en particulier hors de l'UE? Donc, il y a des dispositions spéciales dans la LPD. À nouveau, je vous engage à aller consulter d'abord la loi cantonale qui devrait s'appliquer à votre projet de recherche avant de vous orienter sur la LPD, mais la LPD peut servir aussi d'aide à interprétation de ces différentes lois cantonales. Comme je n'ai pas l'opportunité d'aller consulter toutes les différentes lois cantonales de protection des données, je vous explique le système de la LPD, sachant que les systèmes cantonaux seront certainement similaires. Donc, pour la LPD, c'est l'article 16 qui va nous renseigner et qui va nous dire qu'en gros, il est permis de communiquer des données personnelles à l'étranger lorsqu'il existe un niveau de protection adéquat dans l'état de destination des données. En principe, selon l'alinéa 1, c'est une liste d'États établie par le Conseil fédéral qui est considérée comme ayant un niveau de protection adéquat.
Donc, auparavant, c'était le préposé fédéral à la protection des données personnelles qui tenait cette fameuse liste. Dorénavant, ce sera le Conseil fédéral et vous pouvez la consulter dans les annexes, soit de la LPD, soit de l'ordonnance sur la protection des données fédérale, donc l'OPDO, si jamais vous la cherchez. Selon l'alinéa 2, en revanche, vous avez une deuxième possibilité, c'est en l'absence de l'État où vous envisagez de traiter vos données sur cette fameuse liste du Conseil fédéral, les données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si un niveau de protection approprié est garanti. Et il doit être garanti par différentes, ou plutôt, il peut être garanti par différentes sécurités. Et ces sécurités, je peux vous les lister si vous prenez l'article 16 alinéa 2, c'est par exemple un traité international entre la Suisse et ce pays, des clauses de protection des données dans un contrat entre le responsable du traitement et le sous-traitement si c'est justement une communication de données personnelles à un sous-traitant à l'étranger, des garanties spécifiques élaborées par l'organe fédéral compétent et préalablement communiquées au préposé fédéral, des clauses type de protection des données préalablement approuvées, établies ou reconnues par le préposé, ou enfin des règles d'entreprise contraignantes préalablement approuvées par le préposé. Ces derniers cas sont beaucoup moins pertinents pour vous puisque vous n'êtes pas en entreprise et je doute que le préposé accepte de se pencher sur vous, en fait. Donc, non, mais c'est un peu trivial, mais c'est concret et je pense que vous avez aussi besoin de ça. En gros, lorsque vous communiquez des données personnelles à l'étranger, si vous n'avez pas ce type de garanties, telles que je les ai énoncées précédemment, qui vous assurent un niveau de protection adéquat ou approprié, alors vous pouvez vous référer aux dérogations de l'article 17 de la LPD qui vous donne une liste exhaustive des voies un peu que vous pouvez prendre, des exceptions en fait à ce principe que vous pouvez prendre malgré un niveau de protection plus faible du pays destinataire pour quand même communiquer vos données personnelles dans ce pays. Et le plus important de ces motifs est certainement le consentement de la personne concernée. Donc ça impliquera là encore de l'informer que vous voulez communiquer des données personnelles à l'étranger pour qu'elle puisse se déterminer et vous donner ou pas son consentement à ce traitement de données. Pour poursuivre, on arrive dans les questions un peu plus techniques. On m'a demandé sur quel support les données personnelles devaient-elles être stockées, sur quel support elles devaient surtout pas être stockées, quel risque y a-t-il à déposer son jeu de données sur une plateforme Data Repository américaine et par quels moyens techniques les données personnelles devraient-elles être partagées lorsque le projet intègre plusieurs partenaires de diverses institutions suisses. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'informatique, loin de là, mais je me suis renseignée pour vous et en fait, le support, peu importe. Parce que c'est pas ça qui est déterminant. Chaque support a ses avantages et ses inconvénients. Lorsque vous avez des supports physiques, par exemple des clés USB ou simplement votre ordinateur, un fichier dans votre ordinateur, ben, le problème, c'est que ça a l'air très sûr parce que c'est votre ordinateur et pour les gens plus âgés, peut-être qu'ils ont une impression de concrétude qui les rassure. Mais en vérité, si vous oubliez votre ordinateur dans le train, si vous perdez la clé USB, vous perdez toutes vos données. Donc ça, c'est le désavantage des supports physiques. Si vous avez des supports numériques, par exemple des plateformes online, là, le problème, c'est la curiosité d'autrui. Vous pouvez avoir la curiosité des personnes qui travaillent pour cette plateforme, qui voudraient
accéder en fait à ces données personnelles, qui sont juste curieuses, qui s'ennuient au travail. Ça peut arriver. Je suppose que ça vous arrive rarement en tant que chercheur. Il y a suffisamment de quoi, être curieux, mais donc ça, c'est le danger des plateformes et puis, c'est pas tout parce que suivant là où est localisé le serveur de ces plateformes, c'est une autre législation qui va s'appliquer. Par exemple, si vous stockez vos données sur Google Drive, vous avez certainement des serveurs de Google qui se trouvent aux USA et qui sont soumis aux USA. Et pour répondre à la question qui m'a été posée, le danger de ces plateformes, en ligne, c'est que justement, les USA, pour ne pas les citer, ont le nom m'échappe maintenant, mais une loi qui oblige les entreprises, donc n'importe quel privé, à livrer les données personnelles au gouvernement si celui-ci les demande. Donc, en fait, vos données peuvent être aspirées, elles ont l'air d'être, sécurisées sur cette plateforme, mais il suffit que le gouvernement américain les demande et il les obtiendra. Donc, soyez vigilants. Il y a en Suisse un service qui est développé exprès pour les académiques, c'est Switch et c'est ce qui m'a été recommandé plus concrètement. Donc la question du support est moins importante que la question du cryptage, donc de la mesure technique de sécurisation des données. Donc je vous conseille de crypter, crypter et crypter. C'est ce que m'a conseillé, mon ami informaticien et ex-collègue, du préposé fédéral à la protection des données. Le cryptage consiste en une pseudonymisation ou un codage, c'est-à-dire qu'on va décorréler le caractère identifiant de la donnée avec du reste, en fait, de la donnée. On peut, par exemple, on peut juste, au lieu d'appeler, la donnée personnelle de Paul, Dujardin, on peut l'appeler, P0486. Ça, c'est déjà une pseudonymisation et puis ensuite, cette donnée pseudonymisée demeure qualifiée de données personnelles et n'est pas encore anonymisée parce qu'il suffit d'avoir la tabelle de correspondance entre Paul Dujardin et P0486 pour rétablir, en fait, le lien avec la personne. Donc elle est toujours identifiable au sens de l'article 5, sauf erreur, alinéa, littéra A, qui définit les données personnelles comme on l'a vu plus tôt. Donc vraiment, ce qui importe au niveau de la sécurité des données, c'est les mesures techniques, à commencer par le cryptage, et les mesures organisationnelles qui sont souvent oubliées et comme je l'ai déjà évoqué aussi auparavant, qui consistent surtout à réglementer les accès aux différents devices, aux différents appareils sur lesquels sont stockées les données ou même les accès aux salles. Si vous avez, par exemple, une salle avec un ordinateur qui est le stockage physique de vos données personnelles pour tel et tel projet de recherche, alors je vous recommande de réglementer l'accès à cette salle. Je vais probablement, finir sur ces questions techniques particulier pour Amnesia ou Kamidata parce que ça dépend, en fait. Ça dépend des circonstances, ça dépend de concrètement quelles données personnelles vous traitez et puis combien de temps vous allez les conserver. Pour quelle finalité? Est-ce que vous allez les partager? Si oui, avec qui? En Suisse, à l'étranger? Dans quelles circonstances? Comment vous allez les communiquer? Vraiment, c'est plein de questions qu'il faut se poser et qui font qu'il est très difficile pour moi de répondre à celles-ci. Quant à comment bien choisir son outil d'anonymisation,
Bah, il n'y a pas de solution miracle, en fait. C'est vraiment selon les circonstances d'espèce et puis ne pas hésiter, même au contraire, plutôt, par précaution, vous adresser à un ingénieur qui comprenne l'enjeu de votre projet et qui puisse identifier les risques et grâce à cette identification des risques, vous conseiller l'objet qui est le plus, adéquat. L'objet, donc, l'outil d'anonymisation et vu que je suis arrivée au terme du temps qui m'est imparti, je m'arrête là, à moins que vous n'ayez pas de questions. Merci beaucoup. Précieuses informations. Je vous invite maintenant à un espace de 15 minutes pour les éventuelles questions additionnelles ou en rapport à cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Je crois qu'il faut que quelqu'un prenne la parole. Voilà. Pauline? Oui, bonjour. Moi, j'avais posé des questions dans le formulaire, mais je vois que vous n'avez pas traité de ces questions-là. J'avais une question par rapport aux sous-traitants. En fait, chez nous, on utilise régulièrement un sous-traitant français pour retranscrire les enregistrements audio. Et puis, je voulais savoir si on utilise ce sous-traitant-là pour différents projets. Est-ce que j'ai vu que maintenant, avec la nouvelle loi, on doit rédiger un contrat avec ses sous-traitants? Est-ce qu'on peut rédiger un contrat entre une autre institution et le sous-traitant de manière générale, ou bien est-ce que c'est pour chaque projet de recherche qu'on doit refaire ce contrat avec le sous-traitant? Mmh. Merci pour votre question. Effectivement, on n'a pas eu le temps d'y arriver, mais sauf erreur, je l'ai quelque part et je vais donc essayer de vous présenter le slide qui correspond. Voilà, c'était celle-là. Donc je me suis permise de reformuler parfois pour des questions d'efficacité, de brièveté vos questions, mais j'imagine que c'était une ou les 2 qui figurent ici. Comment s'assurer que le sous-traitant respecte les bonnes pratiques en matière de sécurité? Est-il nécessaire d'établir un contrat spécifique pour chaque projet de recherche entre votre sous-traitant français, en l'espèce, et entre votre institut, pardon, et votre sous-traitant français? Donc ces questions relève en fait du contrôle et de la surveillance du sous-traitant. Et oui, je vous recommande de conclure un contrat avec ce sous-traitant et vous, en tant que responsable de traitement, vous avez l'obligation de tenir un registre des activités de traitement qui documente en fait votre gestion des données personnelles et je pense que ça peut être avantageux de demander à votre sous-traitant de faire pareil s'il ne le fait pas déjà, hein. C'est possible qu'il le fasse déjà. Et cet outil, ce registre des activités de traitement, vous permet à vous de contrôler en fait votre, votre sous-traitant. Il est aussi possible, qu'il documente sa gestion des données sans que ça s'appelle forcément un registre, hein. Il ne faut pas s'attacher à la dénomination du document, mais c'est vraiment essentiel d'avoir un document qui expose quelles données, enfin les informations de base un peu, quelles données, comment, heu, qui les reçoit et cetera. Si lui-même a recours à un autre sous-traitant, vous devriez, donner votre consentement, sinon, basculer vraisemblablement dans l'illégalité et puis c'est l'occasion de vous informer qu'on peut, diviser en fait les obligations du responsable de traitement en 3, heu, sous-obligations si vous voulez. L'obligation de choisir adéquatement le sous-traitement, de l'instruire, donc de lui donner les bonnes instructions, bonnes recommandations et de le surveiller adéquatement. À titre personnel, je dois dire que je trouve que cette dernière sous-obligation est un peu vicieuse
parce que très souvent, si on prend un sous-traitant, c'est parce qu'on n'a pas les ressources pour faire le travail. Et souvent, quand on n'a pas les ressources, soit c'est qu'on n'a pas le temps, soit c'est qu'on n'a pas les ressources en personnel ou en know-how, en connaissances. Et ça sera d'autant plus difficile de surveiller le sous-traitant. Donc dans ce cas-là, vous pouvez aussi vous appuyer sur des labels, par exemple, ou des certifications de qualité qui sont attribuées à certains sous-traitants, à certaines entreprises qui sont certifiées ou parfois il y a des recommandations issues d'organismes spécialisés dans la gestion des données, comme par exemple Force, ici en Suisse romande, donc ils sont rattachés à l'Uni de Lausanne et qui peuvent vous conseiller en sciences humaines et sociales en particulier, mais probablement sur pour d'autres domaines de recherche. Et puis, je ne sais pas si j'avais... Ah oui, ben, un peu pour faire suite à votre question et surtout à ma réponse, et aussi c'est une autre question qu'on m'a posée. Est-ce qu'on a l'obligation de tenir un registre des traitements des données personnelles? Oui. Et puis, là, je vous ai mis l'article 12 de la LPD. Donc oui, selon la LPD, hein, avec toutes les précisions que je vous ai déjà apportées précédemment concernant les lois cantonales, je vous conseille de le faire parce que c'est aussi une recommandation qu'on donne d'un point de vue éthique de documenter la gestion de ces données et au final, ça aboutit au même. Donc, je vous laisse cette slide en attente de la prochaine question. Si vous voulez parcourir un peu les différents éléments qui doivent figurer dans ce registre des activités de traitement, c'est à la ligne 2. Alors, nous avons une question dans le chat. Alors, une question qui revient depuis très longtemps est celle du consentement et de la réutilisation des données pour d'autres recherches. Comment les personnes peuvent-elles donner leur consentement à l'utilisation de leurs données si elles ne savent pas quel type de recherche, quels objectifs, entre parenthèses, seront amenés à les utiliser à l'avenir? Alors, il y a plusieurs aspects à votre question. Le premier aspect, c'est attention, par rapport au consentement, distinguer de préférence le domaine de la recherche en santé des autres domaines de recherche. Parce que dans la recherche en santé, il y a vraiment ce régime spécifique de réutilisation qui vous dit vraiment, c'est comme un régime par palier qui établit des distinctions selon la nature des données, si elles sont génétiques ou non génétiques, et puis selon la nature du degré de sécurisation technique, c'est-à-dire si elles sont en clair, pseudonymisées ou anonymisées. Donc vraisemblablement, plus les données seront en clair et génétiques, plus elles auront un régime de protection restrictif par rapport au consentement. Donc, il faudra le consentement spécifique, explicite des personnes concernées. Et pour vous répondre, dans les autres domaines de recherche, c'est la difficulté parce que lorsqu'on parle de réutilisation des données de recherche déjà existantes, il y a la difficulté de recontacter les personnes. Donc, le mieux, c'est vraiment d'avoir clairement déterminé les finalités, non seulement d'usage pour le projet de recherche déterminé pour lesquels vous collectez les données personnelles à la base, mais aussi d'avoir en tête le repositoire sur lequel vous avez l'intention de déposer vos données, parce que très souvent, ces repositoires, ils sont spécifiques à un certain domaine de recherche. Et puis, vous pourrez alors demander un consentement plus général au moment de la collecte des données aux personnes concernées en leur disant: «Est-ce que vous êtes d'accord qu'on utilise vos données?» Je prends un exemple au bol. Pour ce projet de recherche sur les proches aidants, sur les enfants proches aidants, voilà, pour prendre un truc d'actu. Et d'ailleurs, pour tout projet lié aux proches aidants.
Et puis comme ça vous permet ou tout projet en travail social, parce que vous savez que vous allez déposer votre publication et vos données sur un repositoire dévolu au travail social. Est-ce que ça répond à vos questions? Hein? Vous n'étiez pas Non, par oral. cette personne elle est partie entre-temps, elle écoutera ensuite la Très bien. réponse. J'ai une autre question dans le chat également. Comment procéder pour les participantes à une enquête de terrain en anthropologie, donc, qui ne veulent pas être anonymisés, car ils veulent qu'on perçoive leur identité, leurs propos, leur travail. Nous partons du principe que nous les nommerons, mais que nous leur montrerons les comptes rendus d'enquête et de publication à leurs propos, parfois avec consentement signé, parfois oral. Alors, l'oralité à proscrit. Ne parlez pas d'oralité à un juriste. Elle est où votre preuve? Comment vous allez vous couvrir si on vous reproche quoi que ce soit? Donc, surtout pas. Ou alors oralité, d'accord, mais enregistrée. Et pour enregistrer, il va vous falloir le consentement de la personne aussi. Donc, bref, je vous conseille vivement de recueillir les consentements par écrit ou si c'est audiovisuel, oui, par vidéo, de l'enregistrer. Parce que sinon, vous allez être très embêté pour des questions de preuve et de responsabilité pour vous en tant que responsable de traitement. Dans votre question, ce que je perçois, c'est que la personne concernée, en fait, elle n'est pas du tout soucieuse de la protection de sa sphère privée, en fait. Elle veut apparaître. Donc, il n'y a pas vraiment de problématique. Je lui ferai effectivement signer un consentement qui atteste et qui vous permette juste de vous couvrir. Si jamais elle devait changer d'avis, que vous puissiez juste lui dire: «Oui, mais je n'ai fait que suivre vos propres volontés». J'ai encore une autre question dans le chat, si j'arrive à l'accéder. Donc, la plateforme Switch demande une copie de la carte d'identité, une photocopie numérique de la carte d'identité par email pour réinitialiser l'authentification à 2 facteurs. Est-ce que c'est une pratique légale? Pas seulement au regard de la nouvelle loi sur la protection des données, et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire en cas contraire? Alors ça, c'est moi une question en lien avec les données de recherche, mais avec votre propre protection des données, j'imagine. Donc je ne suis pas au courant de ce processus pour Switch, mais si je comprends bien, c'est donc la carte d'identité du chercheur qu'on lui demande pour son compte, hein. Très bien. Alors dans ce cas-là, a priori, il n'y a rien d'illégal là-dedans parce que vous consentez en donnant votre carte d'identité à transmettre cette donnée. Le problème, on le voit bien, il dépasse un peu, c'est les limites du droit. C'est que si vous voulez utiliser le service, ben, vous n'avez pas d'autre choix. Donc, ça, c'est un peu... Je n'ai pas de solution miracle. Le seul choix, c'est d'utiliser un autre service quand on est insatisfait ou qu'on trouve une mesure exagérée. Est-ce qu'on a d'autres questions par oral ou par le chat? Donc, si pas de questions, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé. On remercie également encore Chloé Guébalma pour ces précieuses informations. Et nous nous retrouverons pour un futur webinaire en février. Vous aurez plus d'informations d'ici là. Je vous souhaite une bonne journée.